IDFM, Radio Anguin 98 de la Bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce printemps qui arrive, je vous propose une émission aujourd'hui avec une femme, Charlotte Young, Y-O-N-G-E. Elle est anglaise, elle est consultante en lactation, elle est diplômée IBCLC. Qu'est-ce que ça veut dire IBCLC? Ça veut dire International Board of Certified Lactation Consultant. Je le dis peut-être pas bien en anglais, mais c'est pas grave. Elle est au service des mamans et des bébés. Alors, comment ça se dit en anglais, IBCLC? S'il vous plaît, Charlotte Young, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Alors, en anglais, c'est quasiment la même chose qu'en français. So, International Board, donc panneau, of Certified, Certified Lactation Consultants, consultants. Voilà, donc vous êtes tout ça. Alors, vous déclarez en première partie d'émission ne pas recevoir ni avoir reçu des subventions, des fonds ou d'autres dons ou bénéfices de la part de quelconque organisme de commercialisation d'alimentation pour enfants. Vous n'êtes pas là pour faire la promo de lait en poudre. Tout à fait, en effet. Et il faut faire attention aux personnes qui parlent au nom de l'allaitement maternel qui sont issues de l'industrie de l'alimentation infantile. Parce que l'alimentation infantile est une chose qui n'existe pas vraiment en soi. C'est une sorte de catégorie d'alimentation qui a été inventée par une industrie pour fournir la machine économique. En réalité, un enfant peut prendre du lait maternel, recevoir des aliments de table de la famille, sans passer par d'autres choses spécifiquement destinées aux enfants, ni surtout pas de purée, ce qui ralentit le processus naturel d'apprentissage de mastication, sans jamais passer par quelconque alimentation de quelconque industrie. Donc, si quelqu'un parle au nom de lait maternel, mais qu'il est employé ou il a reçu des bénéfices au fond, il y a forcément un conflit d'intérêts. D'accord. Donc, pas de conflit d'intérêt. Non, de ma part, non. Peux-tu nous raconter brièvement comment tu es arrivée à vouloir allaiter ton enfant? Merci pour la question. Alors, j'étais enceinte tardivement par rapport à la norme, enfin la moyenne culturelle. J'avais 37 ans lors de la grossesse de mon premier enfant. Et j'avais demandé aux sages-femmes pendant la grossesse et on remarquait que mes seins n'avaient pas du tout grossi pendant la grossesse. Toutes les seins des autres femmes disaient « Oh là là, mes seins sont grossis » et les miens non. Donc j'avais demandé si la chirurgie réduction mammaire que j'avais subie 15 ans avant d'être enceinte allait affecter mon allaitement. Et elle m'a dit « Ah, je suis spécialiste de l'allaitement dans la maternité, donc non, ça ne va pas affecter votre allaitement. Et voulez-vous savoir comment elle était? » Et j'ai dit, bah oui, je demande partout autour de moi et personne n'a des tuyaux particuliers. Tout le monde me dit, oh, c'est normal, c'est le bonheur pendant 3 mois. Et elle me dit, alors, vous suivez les instructions suivantes. Vous allaitez l'enfant toutes les 2 à 3 heures, un sein par tétée. Et vous le laissez vraiment bien pleurer entre les tétées pour qu'il ait bien faim. Alors ça, c'est par la suite, j'ai appris, évidemment, parce que mon enfant a failli se faire hospitaliser par manque de prise de poids. J'ai appris par la suite qu'en fait, c'est la recette d'échec, si les seins sont touchés par une chirurgie ou pas. Une chirurgie, c'est-à-dire? Alors, les chirurgies qui ont été les plus évidentes, c'est des chirurgies réduction mammaire. Parce que dans une réduction mammaire, il y a une sorte une forme de triangle qui est coupé à partir de l'aréole vers le sillon. Le sillon, c'est le pli entre le sein et les côtes. Et on enlève tout ce qui est en dessous de ce triangle. Donc, la chair part, la graisse part, mais aussi les conduites partent. Et si le chirurgien ne fait pas attention, une grande partie de glande mammaire partent. Donc, ensuite, on coupe, aujourd'hui, à partir des années 80, on coupe autour de l'aréole en laissant la majorité de glandes mammaires intactes et on remonte l'aréole, donc qui est restée attachée aux glandes mammaires, à sa nouvelle emplacement un peu plus haut. Et on referme en dessous. Donc, on a la partie du bas du sein qui est plus ou moins ôtée. Donc, il nous manque entre 20% et 60% des conduites pour délivrer et fabriquer le lait nécessaire pour assurer un allaitement 100% exclusif.
Ce qui nous a posé des questions, parce que bon, il y avait beaucoup de recherches faites sur cette question, mais pas en France évidemment, et certainement pas dans les écoles de sage-femme ou l'école de médecine en France, où il y a 0 formation en allaitement de toute façon. Mais la question qui posait encore des problèmes, c'était des augmentations mammaires, parce que dans une augmentation, on se dit il y a rien qui est enlevé, donc où est le problème? Pourquoi 90% des femmes ayant eu une augmentation mammaire ont du mal à démarrer l'allaitement? Et personne est sûr 100%, mais on pense qu'il y a 2 facteurs. Un, que les prothèses compriment les conduites parce que tout de suite après l'accouchement, les seins gonflent avec cet énorme changement hormonal. Et en attendant de livrer le lait, il gonfle. Il y a inflammation et on pense que cet engorgement, on appelle ça, parce que c'est pas engorgement plein de lait, c'est plein de lait et des fluides, comprime les conduites. Et quand une conduite est comprimée, le message au cerveau, il faut fabriquer du lait, ne peut pas passer forcément correctement. L'autre facteur possible est que c'est à la mode de pratiquer l'incision sur l'intérieur ou l'extérieur de l'aréole pour insérer les prothèses. Si c'est pratiqué sur l'extérieur de l'aréole, le risque est de sevrer les nerfs intercostales 3, 4 ou 5, ou toutes les 3. Et ces nerfs-là font partie du système de messagerie, si vous voulez, qui va au cerveau, entre le sein et le cerveau, en disant « il y a un bébé, il faut fabriquer du lait ». Donc, si une femme pense vouloir allaiter un jour et qu'elle veut faire une augmentation mammaire, qu'elle demande au chirurgien de faire le point d'entrée de prothèse dans le sillon. Donc, le sillon étant le pli entre le sein et les côtes. Ça, c'est pas très commun, ce genre cet emplacement d'entrée de prothèse. Donc, les études sur l'allaitement suite à une augmentation et une réduction mammaire existent. Ils ont été effectués et tout est réuni dans plusieurs livres, mais en anglais, bien sûr. Le premier livre s'appelle Defining Your Own Success. Il n'a pas été traduit en français. Donc, moi, j'ai fait une sorte de résumé en français et j'ai mis sur mon site web parce que c'était mon cas et je me suis dit, toutes les femmes qui posent ces questions et qui reçoivent une réponse confuse et incorrecte, on a le droit d'avoir les informations correctes. Voilà. Donc, si les femmes souhaitent allaiter et ont eu une chirurgie mammaire quelconque, elles peuvent aller sur mon site, cliquer sur chirurgie mammaire et alors le site, c'est quoi le site? Alors le site c'est Allaitement pour tous, donc www.allaitement pour tous. Allaitement singulier ou pluriel? Allaitement singulier, tous tous.com. Alors, est-ce que tu as répondu à la question comment as-tu assuré la grande fréquence des tétés dans les premiers mois de ton allaitement? Alors, en effet, donc comme je connaissais rien, j'avais demandé lorsque j'étais enceinte, j'avais posé des questions. Et à mon entourage, parce que mon entourage avait tous des bébés. Elles avaient toutes les bébés, elles étaient toutes mamans. Malheureusement, mon entourage travaillait soit dans une industrie pharmaceutique, donc zéro information, ou elles étaient navigantes ou un peu le monde international, donc pas forcément informées non plus. Donc la réponse était mais non, il n'existe pas de livre, non. Voilà, t'allaites, c'est 3 mois de bonheur et c'est tout. Donc, quand mon enfant commençait à être affamé, donc en suivant les bons conseils du sage-femme, et j'ai commencé à voir les pédiatres en disant comment je fais pour assurer un allaitement. Et les pédiatres, elles disaient, donc j'ai vu quasiment toutes les pédiatres de Paris qui disaient moi je me rappelle une, et elle était allergologue, elle est toujours allergologue aussi en tant que pédiatre. Et elle m'avait dit, moi je soutiens l'allaitement parce que je suis allergologue. Je dis, tant mieux. Elle me dit, et j'ai une formation. Et je me dis, ça existe, ok, très bien. Il se fait que sa formation doit dater des années 50 parce qu'elle m'a dit, et c'est bien connu, il faut donner le sein une fois toutes les 4 heures pour laisser le sein bien remplir de lait et donner un biberon entre les deux. C'est pas ça du tout. Maintenant, je sais, mais à l'époque, jeune mère, comment vous voulez que je sache ça? Donc, je dis, bon, ok. Donc, je suis partie, j'ai suivi ses conseils et bon, ça allait pas mieux. Et puis, des autres pédiatres qui s'y connaissaient un peu, mais vraiment un peu, parce qu'ils avaient vu quelqu'un dans leur famille ou quelqu'un allaité, ou un qui avait passé du temps en Afrique, disaient, non, il faut méga fréquence les premiers 6-8 semaines. Il faut vraiment que ça soit super fréquente parce qu'il faut déclencher la production lactée.
Et je dis, ah bon, ok. Donc, du coup, je commençais à mettre mon enfant toutes les heures et demie, toutes les heures à peu près au sein. Et ça allait un peu mieux, mais il était quand même maigre. Et à un moment donné, il était failli hospitaliser. Et un maman avait dit, cette pédiatre-là, il avait dit, s'il prend toujours pas de poids dans une semaine, on va l'hospitaliser. Et une copine m'avait dit, pourquoi tu viens pas dans une réunion à la Leche League? Dans un quoi? Alors, une réunion à la Leche League. Alors, la leche, c'est l'espagnol pour le lait. Et dans les années 50, aux États-Unis, on ne pouvait pas dire le mot sain dans le langage. C'était beaucoup trop risqué. Pourquoi? Donc, vous connaissez, vous savez comment c'est aux États-Unis. Ils sont prudes, alors on dit quoi? La mamelle, le pis? On appelle ça un pis comme pour la vache? On ne dit pas le mot, mais on en pense beaucoup. Donc, les femmes des années 50 avaient créé une association qui s'appelle la Leche. Et la Leche League, donc la Ligue La Leche. Et c'était un groupe de femmes, de mamans. En fait, il y avait 2 ou 3 dans un pique-nique de l'église. Toutes les petites communautés fréquentent toujours les mêmes églises. Ou autrefois, c'était comme ça en tout cas. Et petit à petit, toutes les mamans dans la congrégation venaient autour en disant, oh, qu'est-ce que j'aurais aimé allaiter. Mais j'ai pas réussi, j'ai essayé. Ou le médecin m'avait dit que j'ai pas pu parce que. Ou le médecin m'avait dit que j'aurais pas dû parce que. Ou le médecin m'avait dit que j'ai affamé mon bébé. Ou on m'avait dit que le lait de vache est beaucoup mieux que le lait de femme. Enfin, plein de raisons données pour ne pas avoir allaité. Alors, ils ont décidé de faire des réunions d'information entre mamans. N'oublie pas qu'il n'y avait aucune recherche à l'époque. La recherche sur l'allaitement maternel a commencé dans les années 1980. Donc, jusqu'à les années 1980, personne, même pas les chercheurs, avaient la moindre idée de composition de lait maternel, ni les effets ou l'impact. Donc, elles ont commencé leur réunion dans ce banlieue de Chicago et très, très vite, le salon a débordé et donc, elles ont commencé à faire un 2e lieu de réunion et puis un 3e, 4e, 5e, etc. Et dans un espace de 10 ans, leur petit groupe, la Leche League américaine, des bonnes femmes qui souhaitaient allaiter, pas faire la manière scientifique, est devenu une sorte de club ou éventuellement c'était une association nationale à travers les États-Unis. Et le problème, c'est que les autres mamans partout à travers les États-Unis écrivaient, parce qu'il n'y avait pas d'Internet à l'époque, c'était que téléphone ou écrit à la main. On disait, c'était des années 50, hein, donc elle disait, est-ce qu'on peut commencer notre propre groupe, la Leche League? Et les femmes fondatrices avaient dit, bah oui, vas-y, commence ton propre groupe, bien. Seulement, elles se sont aperçues qu'il y a beaucoup de mamans qui partageaient pas la même philosophie, qui disaient par exemple, ah ben c'est simple, vous tirez votre lait, vous le mettez dans un biberon et vous le flanquez dans une chaise quelque part avec les biberon positionné sur un coussin ou vous le donnez à quelqu'un d'autre et vous partez faire votre vie. Donc, elles ont compris que ok, les bébés recevaient plus de lait maternel, mais il n'y avait pas la philosophie qui était là. Donc, elles ont décidé de faire une formation pour filtrer ceux qui n'étaient pas vraiment dans le même esprit. Donc, il y a une philosophie dont une des philosophies, c'est que les premiers 3 ans de l'enfant, 3 à 6 ans, en fait, scientifiquement, c'est 3 à 6 ans, sont les plus importants de la vie d'un enfant et que l'attachement à sa mère est quelque chose de valeur et fait partie intégrale de progression. Sont les plus importants de la vie d'un enfant et que l'attachement à sa mère est quelque chose de valeur et fait partie intégrale de progression normale de l'enfant. Et ensuite, il y avait les autres parties de communication, y compris sur l'accouchement, la participation de la mère sur l'accouchement et tout ce qui est mécanique, technique, comment faire. Et quand j'ai lu la philosophie sur les accouchements, je dis mais comment ça, la participation maternelle est importante lors d'un accouchement? Comment est-ce qu'elle ne peut pas participer? Et j'étais étonnée de la réponse et par la suite, j'ai demandé à ma mère, elle a bien confirmé que dans les années 50, on donnait aux mamans qui accouchaient une gaz qui s'appelait Twilight. Twilight veut dire entre chien et loup. Donc un gaz Twilight qui les rendait complètement hors de leur tête, bien qu'elles ressentaient toute la douleur. Où ça, en Amérique? Canada et États-Unis, au moins. Peut-être Royaume-Uni, je sais pas. C'est pas du chloroforme? Ah bah, je me rappelle plus. J'ai lu un livre sur la question il y a 12 ans. Donc elle ressentait la douleur, mais... Elle ressentait 100% la douleur. Elle se jetait dans tous les sens, mais en parlant des sandwichs de thon et des salades. Enfin, c'était complètement en dehors de leur tête. Et pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement. Et par contre, elle ne se souvenait de rien après.
Donc, elle était complètement à côté de la plaque. Elle était un peu comme, comment on appelle ça, gueule de bois. Oui, un peu comme avoir une gueule de bois après, mais en plus, pas très vif après avoir accouché, n'ayant aucun souvenir de l'accouchement même. Comment ça s'appelle? En anglais, c'est Twilight. 3 comme un chiffre? Non, T-W-I-L-I-G-H-T. Twilight Gasp. Vous pouvez tout lire sur la question dans plusieurs livres en français et en anglais. J'ai pas les titres en tête en français, mais en anglais, il y a un excellent livre, je pense pas qu'il a été traduit par contre, qui s'appelle Immaculate Deception 2. So, Immaculate Deception, Déception 2. Voilà, il y a le 1 et le 2. Le meilleur, c'est le 2. Et puis, il y a plein aussi en français aujourd'hui que les femmes peuvent lire. Mais je ne sais pas si en français, elles incluent toute l'historique de ça. Ma mère a rajouté une information, ce que je ne savais pas. C'est parce que ces femmes, sous cet effet de gaz, se jetaient dans tous les sens, elles se faisaient mal. Donc, les bons médecins mettaient dans des camisoles de fou ses mères. Donc, ma mère a accouché. Donc, moi, je suis née à la maison, à Londres, dans leur appartement à Londres. Mais ensuite, ma famille a migré au Canada, j'avais 3 mois. Et mon frère est né à Vancouver, 18 mois après moi. Et ma mère a refusé tout médicament. Donc, tout le monde était vraiment pas content qu'elle refuse les médicaments. Donc, ils ont imposé, par contre, le camisole de fou. À votre mère? Oui, parce que toutes les mères, c'était le standard, la pratique standard. Après l'accouchement? Non, pendant. Mais comment on peut pousser avec une camisole? Comment on peut pousser déjà sur le dos? Et la vraie question. Donc, toutes les mères il y avait imposition à coucher sur le dos parce que les chirurgiens avaient besoin de surveiller. C'est plus facile pour eux, oui. Ouais, pour les chirurgiens, oui. Donc, la question d'assumer une position qui convenait à la mère ne rentrait même pas en question. Alors là, c'était... personne parlait de ça. Je suis pas sûre que même les femmes savaient que c'était physiologique, mais bon, c'était pas une question. Donc, tous ces médicaments ont été plus ou moins pratiques standards, sauf si vous refusez. Et ma mère a refusé. Par contre, l'obligation de camisole de fou, comme toutes les femmes qui étaient en train d'accoucher, était imposée. Donc, elle a accouché de mon frère sans aucun médicament, mais dans une camisole de fou. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas pousser, elle a les mains qui sont... Les mains étaient bloquées. Oh, écoute, elle n'a pas eu une césarienne, donc tant mieux pour elle. Bon. Mais je pense que... Bon, on dit Michel Audin, qui est une des plus grandes chercheurs sur les accouchements, qui a commencé le centre de Primal Health, qui est un Français d'ailleurs, donc un héros pour la France, expatrié en Royaume-Uni maintenant. Donc il a créé le Primal Research Data Institute, donc c'est un institut qui accumule beaucoup d'informations concernant les statistiques et informations concernant les accouchements. Donc, lui, il dit, quand une femme accouche, c'est comme toutes les mammifères sur la planète, il faut qu'elle assume les positions qui la conviennent et qu'elle ne accouche pas avec la pièce remplie du monde. Il faut qu'elle accouche seule avec une sage-femme ou la personne de son choix, mais dans des conditions sécurisées, bien sûr. Mais moi, de ma part, personnellement, je trouve qu'une sage-femme, c'est mieux parce qu'on ne sait jamais comment le mari peut se comporter. Donc le mari, il n'est pas venu, vous en fait, moi, j'ai fini en césarienne 2 fois. Oui, non, mais votre mari, il n'a pas assisté. À la césarienne, non, il n'avait pas le droit de rentrer dans le bloc. Mais sinon, à l'accouchement, oui. L'accouchement était au bloc sous césarienne. Moi, je n'ai pas accouché. L'enfant était prise de mon ventre. Mais je ne connaissais rien à l'époque. D'accord, mais votre mari, vous lui laissiez le droit d'assister à l'accouchement quand En même. France, il aura eu droit d'assister à un accouchement si l'accouchement prévu se passait normalement. Mais vous n'étiez pas en France, là? Si, j'étais en France quand j'ai accouché. Mes 2 enfants sont nés en France, absolument. Okay. Mais non, la question, c'est de savoir si vous préférez accoucher seul ou d'avoir votre mari à côté. Ah, ça, c'est un choix de l'individuel. D'accord. Moi, personnellement, j'ai toujours rêvé d'accoucher seule, mais quand j'ai appris les complications possibles, je trouve qu'il est la folie d'accoucher sans sage-femme. Mais c'est mon opinion personnelle. Oui, c'est sûr qu'il faut accoucher. Une sage-femme, elle est équipée. Une sage-femme prévoit les problèmes à l'avance. Et s'il y a un problème qui dépasse ses compétences, même avant que la femme est au courant, elle embarque à la maternité, ça c'est clair. On va faire une pause. Tout plein de confidences sur cette antenne d'IDFM, dans ce retour aux sources, un retour aux sources où les femmes
ont des seins, on n'a pas peur de le dire, et où elles en ont deux même, et où elles peuvent les donner à leurs enfants. Nous sommes avec Charlotte Young, consultante en lactation, diplômée BCLC. Elle nous a raconté en début d'émission comment elle avait essayé d'allaiter son premier enfant, comment elle avait eu des difficultés, comment même ce gamin, il n'arrivait pas à prendre du poids, et on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait au juste? Parce que c'est pas de comment il faut faire. Enfin, moi, je vais raconter mon histoire personnelle. Moi, j'étais comme vous, j'avais personne pour me dire comment elle était. J'ai eu quelques difficultés parce que ma fille n'arrivait pas à prendre le bout du sein. C'est-à-dire que ça, c'est encore un autre problème, sans avoir eu d'opération avant. Mais après, ça s'est relativement bien passé. Je sais plus qui m'avait dit où j'avais accouché qu'il fallait d'abord donner un sein, le vider, et après donner l'autre sein. Et après, à la tétée d'après, fallait prendre le sein avec lequel on avait fini la première tétée, le vider et refinir par le sein. C'est-à-dire passer de l'un à l'autre, voilà. Et ça c'était une sage-femme, je pense, enfin, qui m'avait dit ça. Et je pense que c'est la meilleure solution. Et ne pas attendre, et finalement ne pas réveiller le bébé, mais lui donner à la demande. Excellent. Oui, oui. C'est ça la base. La définition de la demande, c'est ça qui n'a pas été défini du tout jusqu'à la Laitchi League. Et la définition à la demande, c'est quoi la demande? Donc la demande, c'est l'enfant approche son poignet vers sa bouche, il ouvre sa bouche en forme de O, il vous regarde de manière très intense, il peut tourner la tête de gauche à droite, il peut faire des petits bruits, il peut hurler aussi quand ça n'arrive pas. Ça veut dire que vous avez raté toutes ces communications précédentes. Ça, c'est pas trop grave. Ça veut dire parce que ça fait monter le lait. Panique. Oui, mais ça fait monter le lait quand il y a plus de. Oui, mais même si la maman sait repérer ces signes, son lait va monter tout de suite. Dès qu'elle sait que l'enfant va le regarder de manière intense ou avec la bouche en haut, ou commence à essayer de mettre ses mains près ou dans sa bouche, si elle sait que ce sont ces signes, tout de suite le lait monte. C'est toute une question de ce qu'elle sait, ce qu'elle a dans la tête. Ça, c'est pour la journée, mais la nuit, on peut dormir quand même un peu. Hein. Ce sont quand même les cris qui nous réveillent. Il y a un truc incroyable que toutes les mères qui allaitent trouvent. Quand on dort avec les bébés, il n'a pas besoin de faire de bruit, il n'a même pas besoin de bouger. Quelques secondes après qu'il se réveille, la mère se réveille. C'est un truc incroyable. On ne sait pas ce que c'est. Il n'a pas fait de bruit, il n'a pas bougé, mais on se réveille et on regarde l'horloge et on dit « Ah, il va se réveiller ». Et ça n'arrête pas, il se réveille. C'est toujours quelques secondes avant. C'est extraordinaire. Une chose extraordinaire aussi, c'est que si on continue à travailler, qu'on a tiré un peu de lait et qu'on est en train de travailler ailleurs, on a une montée de lait au moment où le bébé est en train de prendre sa tétée alors qu'on n'est pas là. Si on demande à la personne à quelle heure il a tété, c'est exactement à l'heure où nous-mêmes on a eu une montée de lait, alors qu'on est séparés des fois par des kilomètres et des kilomètres. Moi, j'engage vraiment toutes les femmes qui nous écoutent, qu'elles soient mères, grand-mères ou jeunes filles, à allaiter. C'est pour ça que cette émission se fait, parce que c'est vraiment c'est plus beau que l'accouchement, c'est génial. Oui, il faut allaiter, oui, mais surtout les femmes doivent s'informer pour savoir réussir, parce que elle va pas le trouver dans le milieu médical. C'est non, sûr, il y a on pas de va formation. même leur donner des contre-informations. Alors comment ça se passe pour vous là? Vous en étiez où alors? Oui, donc mon bébé est failli hospitalisé. Il avait quel âge là? Pas tout à fait 2 mois. Et une copine m'a ramenée dans une réunion de la Laitchi League. Et dans la réunion de la Laitchi League, j'ai vu que les femmes étaient là, assises, en train de discuter les sujets d'allaitement. Enfin, chacun posait sa question et l'animatrice disait, est-ce que quelqu'un dans le groupe a de l'expérience dans telle ou telle situation? Et les mères partageaient des informations. Et pendant qu'elles papotaient, elles restaient là avec leur bébé branché au sein, quasiment sans cesse, pendant les 2 heures de la réunion, et ces bébés tétaient. Pendant 2 heures? Oui. Mais j'ai dit, c'est ça que ça veut dire fréquente. Oh,
Je comprends. C'est que l'enfant, il prend quand il veut, mais il lâche aussi quand il veut. Oui, il lâche quand il veut. Alors moi, je n'ai pas observé un bébé pendant longtemps pour voir quand exactement il lâchait, mais je voyais que ces bébés étaient contents et en synchronisation avec leur mère. Mais moi, j'avais commencé avec l'idée, le concept qu'il fallait allaiter toutes les 2 à 3 heures. Donc à partir de ça, j'ai fait mon propre avis sur la fréquence. Et pour moi, 1h30 était fréquente. Mais c'est pas du tout ça. Non, parce que le bébé avait pas le temps de digérer ce qu'il avait fait avant. Et La digestion se fait en 15 minutes. Non, c'est pas ça la question. Mais c'est qu'il avait pas faim. Non, mon bébé avait faim. Mais je l'ai pas interprété pour le faim. D'accord. Moi, j'ai interprété ça pour un tas d'autres trucs. Donc, j'ai pas pensé que le sang allait répondre à tous ses besoins. Alors, une fois j'ai fait cette réunion, je suis allée à un autre. Et à partir de première réunion, on avait vu mes cicatrices. Il y avait une des mères actives assise à côté de moi. Elle m'a dit, mais vous avez des cicatrices? Et j'ai dit, j'étais très pudique à l'époque encore. Et je dis, oui, je sais. Et elle m'a dit, mais c'est peut-être pour ça que vous avez du mal avec l'allaitement. Et je dis, non, la sage-femme qui sait, elle sait, parce qu'elle est sage-femme, elle m'a dit que ça n'affecte pas du tout l'allaitement. Et l'animatrice a dit, nous, on pense que ça affecte l'allaitement. Et voilà, pas dit de ce ton-là, mais elle était très gentille. Et puis, elle m'a dit, nous, on pense qu'il faut donner des suppléments suite à une réduction mammaire dans 95% des cas. Alors, venant de la Leche League, il faut donner des suppléments. Ah bon? Et donc, j'ai acheté le livre. Je suis une très grande liseuse, je lis beaucoup. Et j'ai acheté des livres et il y avait un chapitre sur mon cas, sur allaitement suite à une réduction mammaire. Et cette année-là, il est sorti le livre, donc c'est 2001, le livre Defining Your Own Success, donc qui n'a pas été traduit en français encore, sur l'allaitement suite à une chirurgie mammaire. Donc j'ai acheté, j'ai tout lu et j'étais furax, mais en colère noire. Pourquoi personne a pu m'informer de toutes ces choses avant que je devienne maman? Pourquoi personne a pu m'informer de toutes ces choses avant que je devienne maman? Pourquoi toutes les femmes ne sont pas informées et éduquées dans ces questions avant de devenir mère? C'est d'une injustice et j'étais en colère. Donc, j'ai commencé à traduire tout ce que je lisais d'importance et mettre sur un site web qui s'appelle Allaitement pour tous. Par la suite, il fallait que j'assure cette fréquence parce que la fréquence d'un bébé allaité, c'est 8 à 12 tétés par 24 heures. 8 à 12, ça c'est la moyenne, entre 8 et 12. Et ce qui change, c'est... Pour les premiers mois, parce qu'après ça va très vite. Ça dépend du bébé. Ce qui change, c'est la technique de succion de l'individu. Alors ça change radicalement entre bébés. Le mien, je ne sais pas s'il avait de problème de succion ou pas, je n'avais pas beaucoup de lait. Donc, la Leche League m'a montré un objet qui s'appelle un DAL. Alors, un DAL, ça veut dire, c'est D comme demain, A comme Amérique, L comme lactation, D-A-L, ça veut dire dispositif d'aide à la lactation. Et ce dispositif consiste à un récipient. C'est un bout de sein. Non. J'avais pas mal au sein. J'avais pas de lait. J'avais pas mal au sein. Donc, c'était un récipient, un côté duquel est une valve. Et de ce valve sortent un petit tuyau ou 2 petits tuyaux selon le modèle. Et vous remplissez le récipient de lait en don ou lait de supplément, quelle que soit l'origine. Et l'enfant, il aspire ce lait par la petite sonde ou tuyau qui vient du récipient pendant qu'il est au sein. Donc, non seulement il stimule la lactation chez la mère qui n'a pas assez de lait ou de qui il ne peut pas obtenir de lait, mais en même temps, il est compensé pour ses efforts. Donc, j'ai ajouté des suppléments au sein, ce qui m'a coupé en deux le temps que j'étais en train de passer avant ça, pour nourrir mon enfant. J'avais calculé un jour avec la fabrication des biberons, le nettoyage des biberons et le fait d'allaiter d'abord et donner des biberons après. J'ai passé 14 heures par jour dans une sorte de production pour nourrir mon bébé. Et une fois que j'avais le DAL, c'était moitié le temps. Donc, du coup, je pouvais allaiter et donner les suppléments en même temps. Et par la suite, dans une autre réunion, la Leche League, j'ai vu une maman avec un porte-bébé et elle m'a dit qu'elle avait acheté dans la réunion. Et c'était un porte-bébé aux anneaux qui permettait l'allaitement au sein pendant
qu'on se va que de ses tâches quotidiennes, ou qu'on marche dans la rue, ou qu'on fait la queue à la poste, ou qu'on fait les courses, ou autre chose. Et moi, comme j'étais pudique, le fait de pouvoir allaiter en public me gênait. Il fallait que ça soit discret. Et cette manière d'allaiter son enfant en déambulant est très discret. Donc, j'ai appris à la fois à donner des suppléments au sein et allaiter mon enfant en déambulant, en marchant, en faisant tout ce que j'avais à faire dans la journée. Donc, je n'étais plus prisonnière de canapé. D'accord, mais c'est quand même bien de s'asseoir pour allaiter son enfant aussi. Hein. Absolument, je suis d'accord. Surtout quand il est petit, qu'il faut lui tenir la tête et tout ça. En fait, le porte-bébé, il tient bien le bébé. Il soulage le poids des bras. Donc, la mère n'a plus le poids de bébé dans ses bras et ses poignets. Et la position dont elle peut l'ajuster soutient... En fait, ça soutient la nuque. L'important, c'est de soutenir la nuque, pas la tête. Il ne faut pas que la tête soit poussée en avant. Ou la base de la crâne, si vous voulez. Donc ça assure ça. Mais pour la grande fréquence, parce que quelle mère... tu peux pas rester accroché au canapé 8 heures par jour, c'est pas possible. Donc ça me rendait active. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai assuré la Oui, mais quand fréquence. on est actif, ça fait du bien de s'asseoir de temps en temps. Ah oui, je suis d'accord. Oui, j'étais crevée. J'étais vraiment crevée. Puis des fois, on s'endort avec lui, c'est pas plus mal. Alors, comment en êtes-vous arrivé dans le soutien ou formation des autres mamans pour l'allaitement maternel? C'est d'abord en ayant réglé votre problème à vous que vous en êtes venu à essayer de régler le problème des autres. Oui, alors je suis devenue membre de la Leche League, ça coûte 25 € par an, donc par rapport à l'argent qu'on met dans les boîtes de lait artificiel, c'était vraiment, c'est le tarif d'une boîte de lait artificiel. Donc je suis devenue membre et j'ai commencé à aller dans toutes les réunions que je trouvais à Paris. Il y a 300 groupes en France et il y a je pense une dizaine à Paris en ce moment. Et chaque groupe fait une réunion par mois. Donc j'allais dans toutes les réunions que je pouvais. Chaque réunion est toujours gratuite. Et je absorbais les informations. Et en même temps, je dévorais tous les livres dans la bibliothèque du groupe anglophone auquel j'appartenais. Et j'ai passé peut-être un an, un peu plus d'1 an à aller dans les autres réunions. Et puis j'ai dit, écoute, au lieu de me déplacer à chaque fois, pourquoi pas me proposer hôtesse? Donc je me suis proposée hôtesse. Et les réunions de la Leche League pour cette groupe-là, Paris English, ça s'appelle, venaient chez moi. Donc je pouvais dormir jusqu'à 10h, 11h, midi. Je me levais et j'étais hôtesse pour les réunions. Tout le monde venait chez moi. Et pendant 4 ans, 2 fois par mois, j'ai eu toutes les informations de tous les allaitements possibles en direct. Et en même temps, je débrouille la bibliothèque. Au bout d'un certain temps, j'ai posé la question aux animatrices, comment faire pour devenir animatrice? Et elles m'ont expliqué le processus, c'est tout écrit sur le site web llfrance.org. Et je suis devenue, j'ai fait la formation qui dure, normalement ça dure au moins 1 an. Moi je l'ai fait assez rapidement. Et j'étais certifiée animatrice de la Leche League. Et j'ai continué d'animer avec mes co-animatrices dans ce groupe-là, le groupe anglophone. Ensuite, donc je suis retournée à mon activité professionnelle quand mon enfant avait 3 ans. C'était un choix. J'avais sollicité l'aide financière du papa pour que justement je le mette pas dans une crèche. C'était pas pour l'allaitement. Hein. J'aurais pu allaiter en travaillant. Tout le monde peut allaiter en travaillant. Il y a des codes de travail qui permettent ça à toute la France, toute l'Europe d'ailleurs. Et mais moi j'ai pas voulu. J'ai voulu rester vraiment intensivement avec mon enfant 3 ans. Donc au bout de 3 ans, j'ai repris ma vie professionnelle, prof d'anglais. Et par contre, au bout de 2 ans, j'étais enceinte de nouveau. Donc, bébé numéro 2, césarienne numéro 2, difficulté pire que le premier. Alors, au bout de 3 ans et au bout de 2 ans, ça veut dire vous vouliez reprendre au bout de 3 ans, mais vous étiez enceinte au bout de 2 ans, ou vous avez été enceinte au bout de 5 ans? Oui, au bout de 5 ans après le premier accouchement, mais au bout de 2 ans d'avoir repris mon activité professionnelle. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Donc, et après le deuxième, donc des problèmes encore pires. Pourquoi des problèmes encore pires? Pour le deuxième, ça aurait dû se passer plus facilement. Ah, en effet. Parce que vous étiez au courant. Documenté à fond. Ouais, mais pourquoi ça s'est mal passé pour le deuxième? J'avais prévu 2 sages-femmes pour faire un accouchement à domicile, dans une piscine d'eau. J'avais un doula. J'étais informée à bloc. Mais
quand on est post-césarienne... oui, on est obligé de refaire une césarienne en général. Non, du tout. Ça, c'est pas du tout le... C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on dit, oui, tout à fait, c'est ce qu'on dit. Mais moi, je savais la réalité, donc j'avais aspiré un AVAC. Donc AVAC, c'est accouchement vaginal après césarienne. Et par contre, les sages-femmes disaient, écoute, tu as une cliente à risque parce que tu as déjà eu une césarienne. Donc si tu arrives à terme, nous, on n'assure pas. Sauf s'il y a des problèmes avant ça, là, en l'occurrence, on t'assure pas du tout. Donc, la date terme est arrivée. Moi, j'avais menti sur la date conception parce que je voulais gagner quelques jours, parce que j'étais enclenchée pour le premier accouchement. Oui, c'est plus pratique pour eux aussi. Ouais. Ils font ça quand ils ont envie. Mais donc là, moi, vous je aviez reproche envie... pas les professionnels de santé. Mais là, vous aviez envie d'avoir un accouchement où c'est le bébé qui décide et où vous voyez ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire... Donc, j'avais menti. Voilà. Donc, il était déjà post-terme. Mais mes sages-femmes ne le savaient pas. Arrive la terme, elles disent, OK, nous, on n'assure pas. Tu vas accoucher avec la maternité avec laquelle tu es inscrite. Et j'ai gagné encore une semaine avec la maternité. Donc, il était vraiment très, très, très cuite. Très cuite, c'est-à-dire... Il était dans le four longtemps. Mais est-ce que c'est vous est-ce qu'il avait envie de sortir, cet enfant? Non, aucune signe. Rien. Ouais. Absolument rien. Donc, ils ont pas engagé, encore. rien. Non. Donc, je rentre dans la maternité le dimanche soir pour une césarienne à 8h lundi matin, mais à 3h du matin, il a enclenché des contractions. J'étais ravie. Oui. Le problème, c'est que grande souffrance, son cœur, c'était vraiment danger. Et donc, césarienne presque d'urgence. Heureusement, le chirurgien est arrivé quand il arrivait. Donc, j'ai eu une deuxième césarienne. Par contre, il pesait 4,5 kg. C'est pour ça qu'il était gros. Non, en fait, c'est parce que j'avais eu un accident quand j'étais jeune, que j'avais oublié. Je ne sais pas comment je peux oublier ça, mais ma jambe droite avait été cassée quand j'avais 18 mois. Et le traitement à l'époque, c'était la traction dans l'axe. Alors, la traction dans l'axe, c'est quand on suspend l'enfant par les chevilles avec que les épaules qui touchent le lit. Donc, j'étais suspendue par les chevilles pendant 10 semaines. Donc, au niveau du bassin, ça n'a pas dû arranger le bassin. Exactement, ouais. C'est pour ça que je suis contre le porte-bébé Baby Beyond, parce que ça fait la même chose, ça suspend le bébé par l'entrejambe. Mais bon, donc deuxième césarienne, mais le bébé, il avait des problèmes de tétée, de succion, de technique de succion, parce qu'il y avait un frein de langue. Donc, le frein de langue, c'est une membrane sous la langue qui ne dégénère pas pendant la vie intra-utérine. Et il a du mal à téter. Ah bon, oui, il me faisait très, très, très mal. Et en plus, il ne pouvait pas enclencher la production correctement. Alors, il est là. Hein. On va voir après comment ça s'est passé. On va faire une pause. Alors, on va penser au papa quand même. Merci William Scheller. Pour être un homme heureux, faut-il encore être né heureux et donc avoir été allaité? Je pense qu'il y a un tel sourire d'ange chez les enfants. Alors, on peut trouver ça aussi avec les biberons, mais je veux dire, quand on l'a au sein, c'est tellement, être un homme heureux, c'est être papa, mais c'est aussi être un enfant heureux. Nous sommes toujours avec Charlotte Young qui nous parle je comprends, Charlotte, que vous ayez eu besoin d'aller dans des sassos et de trouver le DAL, qui n'est pas le droit au logement, mais le droit à l'allaitement. Et toutes ces choses-là, parce que vous n'avez pas été gâtés avec vos accouchements et vous êtes têtus quand même. Hein. Donc le deuxième, il avait donc le filet sous la langue. On lui coupe en général. Hein. Oui, alors tout le monde a un frein de langue, mais quand il est trop gros, serré, c'est en fait quand il est serré, il faut que ça soit libéré pour que la langue puisse être suffisamment mobile pour créer une production lactée et pour plus tard parler, avoir une orthodontie correcte, digérer. Ça affecte beaucoup la digestion. Il y a plein de trucs. En fait, le membrane qui est sous la langue, s'il est serré, il serre toutes les structures crâniennes. Donc, même des nerfs qui passent dans notre tronc cérébral. Donc, ça affecte beaucoup, beaucoup plus de choses qu'on pense. Il y a des études dessus qui sont depuis ces derniers 10 ans. Donc, nous, on le sait maintenant par les études, mais autrefois, systématiquement, à la naissance, la sage-femme passait le doigt sous la langue et elle coupait le frein si elle le sentait serré. Alors, la question, c'est, oui, mais est-ce qu'un frein postérieur, donc qui est très reculé sous la langue, est-ce que ça peut affecter un allaitement? Si, les études dans les derniers 10 ans montrent que oui, absolument, et non seulement l'allaitement, mais tout le processus de digestion qui durera toute la vie.
Ça affecte, au départ, le processus s'appelle téter, déglutir, respirer. Et plus tard, c'est mastiquer, déglutir, respirer. Et c'est un processus qui doit être synchronisé. Et si cette synchronisation est affectée de tout, alors ça affecte tout le processus de digestion, l'œsophage, dans le thorax, l'estomac, les intestins, jusqu'à l'anus. Donc oui, le frein de langue affecte beaucoup plus que l'allaitement. Il est conseillé aussi en général après l'accouchement, quelque temps après, de faire un peu une ostéopathie sur les enfants, sur le crâne des enfants, pour ce qu'ils ont souffert en passant. Ce qui est peut-être moins le cas avec une césarienne, mais bon, le crâne de l'enfant a aussi des soucis. Donc une légère ostéopathie juste après l'accouchement. Alors, on me pose la question, mais pourquoi nous, en Occident, on doit faire passer dans les mains d'un ostéopathe ou chiropracteur pédiatrique? Et il faut souligner aussi qu'il y a une grande différence entre pédiatrique et pas pédiatrique. Parce que la structure crânienne pour un bébé est totalement différente de la structure crânienne d'un adulte. Donc, il faut vraiment un ostéopathe ou chiropracteur crânien pédiatrique qui a eu cette formation spéciale. Donc, il faut vraiment un ostéopathe ou chiropracteur crânien pédiatrique qui a eu cette formation spéciale. Donc, on me demande pourquoi nos bébés doivent passer dans les mains d'un chiropracteur ou ostéopathe, or que dans les autres pays, ça n'existe même pas. Et moi, je n'ai pas une réponse scientifique, mais j'ai une réponse sensée. C'est que dans d'autres cultures, il fait partie de la tradition de masser les bébés 4 fois par jour, entre 2 et 4 fois par jour. Et si c'est par la mère ou le père, ça change selon la culture, mais les bébés, dès qu'ils sortent, sont massés plusieurs fois par jour. Donc, s'il y a des tensions, les tensions, clairement, sont soulagées. Et en plus, il y a un contact corps à corps avec la mère qui est assuré les premières 6 semaines. Selon la culture, ça a des différents noms et des différentes raisons fournies, mais les résultats, c'est le même. C'est une sorte de période de repos total pour la femme pendant 6 semaines où elle reste dans le lit ou autour du lit, ou en tout cas, elle est soulagée de toute responsabilité ménagère. Elle n'est pas obligée de sortir. Selon les cultures, elle peut ou ne pas peut sortir, dépendant de la culture. Et il n'y a pas d'étranger qui touche le bébé. Aucun étranger de la maison a le droit de toucher le bébé. Et elle est massée, elle doit les tisanes, des soupes chaudes. Il y a des doulas ou des sages-femmes qui viennent avec une très longue écharpe qui les mettent autour de ses hanches et le balancent très doucement entre les deux personnes. Le processus ça s'appelle fermer les portes pour que ses hanches puissent refermer et le passage de naissance ferme. Et pendant ces 6 semaines et toute cette période d'être choyé, massé, boire les tisanes, etc., tout son système hormonal se met normalement en place et elle purge les fluides de la grossesse et elle récupère un corps normal et elle devient, dans cette métamorphose, maman. Elle masse le bébé tète selon ses capacités, selon ses besoins et sa lactation s'ajuste par rapport aux besoins et capacités de ce bébé-là. Donc cette période de 6 semaines, je pense en Afrique du Nord, ça s'appelle réclusion. Ou c'est peut-être Afrique, je sais pas. Quelque part, ça s'appelle réclusion. Et vous le voyez comme vous voulez, mais il se fait que le système immunitaire du bébé est particulièrement fragile pour exactement 6 semaines. D'accord, il y a une chose aussi qu'on dit, je sais pas si vous êtes au courant, c'est que si on veut pas avoir de vergeture, on prend le premier lait qui sort des seins des femmes après l'accouchement et on le passe sur son ventre et sur ses seins et ça évite les vergetures. C'est un remède de grand-mère. Parce que c'est un lait un peu spécial, le tout premier qui s'appelait, je sais plus. Oh, le colostrum, les premiers 3 jours, voilà. 3 à 5 jours. On en met un peu. Ah oui, ça m'étonne pas. Voilà. Okay. Ça, c'est un remède de bonne femme de grand-mère. Donc le colostrum, c'est comme le beurre. C'est avant que le lait devienne dilué, ou un deuxième lait, on appelle ça, ou lactogénèse 3, avant qu'il devienne dilué, c'est vraiment très, 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 très concentré. Et toutes les maladies que cette maman a jamais eues aura les anticorps dans cette lait-là. Donc, en l'occurrence, colostrum les premiers 3 à 5 jours. Mais c'est comme du beurre, vraiment. Et ça sort goutte à goutte. Et si la maman est séparée de son bébé ou le bébé ne peut pas téter pour X raisons, elle peut enclencher sa lactation en sortant ce colostrum manuellement et en le récupérant dans une tasse ou un gobelet et l'aspirer même dans une petite seringue pour le garder.
et elle peut le réfrigérer aussi. Mais ceux-là, le colostrum, ils contiennent tous les anticorps de toutes les maladies qu'elle a jamais eues. Et ça peut aussi lui faire du bien, elle. Alors, pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez compris que vous participiez dans le mouvement pour la normalisation de l'allaitement? Alors là, j'ai compris quand j'ai vu une conférence d'une sage-femme qui est consultante en lactation. Non, excuse-moi, elle est médecin en Australie. Voilà, elle est médecin, mais formée en allaitement. Et elle disait, le lait maternel n'est pas le meilleur. Alors, le titre, on dit, ah bon? Et elle dit, non, le lait maternel n'est pas le meilleur. En fait, c'est la norme. C'est la norme. Tous les êtres humains sont censés avoir du lait maternel ou avoir accès au lait maternel les premiers 6 ou 7 ans de leur vie. L'âge auquel les dons de lait tombent et les systèmes immunitaires deviennent matures. Et toute autre chose, tout substitut est en fait un risque, en cours des risques pour la santé humaine. Alors c'est là, une fois que j'ai compris, c'est vrai, on dit la meilleure, l'idéal, optimal, l'ultime, le tip-top. Mais non, en fait, c'est juste la norme et toute autre chose engendre les risques à la santé du bébé et de la mère. D'accord. Alors, comment se déroule une semaine typique dans votre vie d'animatrice, maman consultante en lactation? Et combien de mamans soutenez-vous par mois? Alors, je n'anime plus de réunions auprès de la Laitchi League parce que j'ai dû reprendre mon activité professionnelle. Je donnais des réunions à thème, donc spécifiquement sur le sujet d'allaiter en écharpe de portage ou porte-bébé physiologique, jusque j'ai compris que les mamans venaient me voir pour mes connaissances de consultante en lactation. Parce que les mamans dans le milieu de l'allaitement, elles savent que je suis spécialisée dans cette question de frein de langue. Je ne peux pas pratiquer des diagnostics, je ne suis pas qualifiée de pratiquer des diagnostics. Par contre, ce que je fais, c'est que je rédige un fiche des observations par rapport à l'alimentation infantile. Et les mères savaient que j'étais spécialiste en ça. Elles venaient dans mes réunions à thème, non seulement pour apprendre à allaiter en écharpe, mais aussi pour mes compétences. Donc, j'ai décidé, au lieu de toucher 3 à 10 mamans par réunion par mois, j'ai décidé de faire une vidéo ou des vidéos de démonstration allaiter en écharpe et les mettre en ligne. Donc, Allaitement pour tous, mon association, a aujourd'hui une chaîne YouTube avec 48 vidéos de démonstration de comment allaiter en écharpe, comment allaiter dans une autre sorte de porte-bébé, comment allaiter des jumeaux, comment allaiter... comment allaiter des jumeaux alors? Et des triplés? Ah ben c'est super simple. Et des triplés? Triplés, c'est un peu plus compliqué, mais jumeaux, c'est facile, on a 200. Donc, surtout dans une écharpe qui libère le poids des bébés, vous mettez les bébés en écharpe et vous mettez un bébé par 100. Alors, et on échange les bébés à chaque tétée? Ça dépend de la mère. Les mères doivent elles-mêmes formuler leur propre programme, qui tête quel sein et si elle échange ou pas, parce que les bébés ont des techniques particulières à eux. Donc, si un est plus performant que l'autre en technique, il faut pas qu'il reste sur le même sein, autrement la production va baisser. Mais c'est elle qui va. Si elle allaite les jumeaux, elle saura ce qu'elle fait. Elle sera renseignée toute seule. Mais j'ai fait des démonstrations, des vidéos démonstrations de l'utilisation du DAL, donc pour donner des suppléments au sein. Ce fameux droit à l'allaitement. Oui, c'est pas droit, non, c'est le dispositif. C'est le droit au logement, non, c'est pas ça. Dispositif, parce que DAL, c'est aussi le droit au logement en France. Ok. C'est les dispositifs d'aide à la lactation. Oui. Voilà. Et si un bébé refuse le sein, par exemple, parce qu'il a eu trop de biberons, parce qu'il faut savoir que la technique de tétine artificielle est totalement différente de technique de téter le sein. Et c'est moins fatigant pour l'enfant. Ah bah oui, et donc il préfère largement des tétines artificielles. Et tôt ou tard, il va bouder le sein. Donc si ça s'est passé, la maman ne veut pas qu'il boude le sein, elle vire tous les biberons. Et pour le reconquérir, si vous voulez, ou pour le repersuader de téter le sein, elle peut commencer en faisant téter le dalle au doigt. Et donc, j'ai mis un petit vidéo en ligne pour montrer comment donner le dalle au doigt. Et il y a pas mal de primas qui sortent de l'hôpital et ont eu des biberons, parce que c'est le grand conseil, vous complémentez avec des biberons. Et puis, par la suite, refuse le sein. Donc, pour qu'il oublie toute existence des tétines artificielles, donc la maman vire tout ça et elle laisse téter le doigt jusqu'il accepte le sein. Et ça marche à tous les coups.
Alors moi je suis pas trop d'accord parce que bon, si une maman accouche l'été, moi je donnais de l'eau à mes enfants en plus, donc il fallait bien un biberon. Mais je critique pas votre choix, mais c'est absolument pas nécessaire. Si l'enfant est allaité exclusivement, le lait maternel s'ajuste avec la température. Donc en été, le lait maternel devient Très vite. pour manque d'autres mots, on va dire plus flotteuse, plus liquide, plus diluée, justement pour soulager la soif. Donc, il est peut-être, et je dis peut-être, un conseil qui est fréquemment donné. Il faut donner de l'eau, mais c'est absolument... Dans les pays très chauds, comment ils font? Ils en donnent pas? C'est pareil, non? Leur lait s'ajuste. Ouais. Non, leur lait s'ajuste. Il n'y a aucune raison de donner de l'eau à un enfant qui est allaité exclusivement. S'il n'est pas allaité exclusivement, c'est autre chose. Mais un allaitement exclusif, le lait de la mère va s'ajuster selon la température. Oui, alors ça, c'est pour les tout premiers mois, mais au bout de 2-3 mois, on commence déjà à donner même avant, à 2 mois, on commence à leur donner à la cuillère, donc... Non. Enfin, les recommandations, enfin, ce qui est pratiqué culturellement et les normes biologiques sont tout à fait très différentes. Donc, moi, je vais pas parler des choix des individuels parce que ça ne me regarde pas. Par contre, je vais parler simplement les faits. Donc, les besoins biologiques ou les recommandations de l'OMS, voilà, l'OMS, le Torah et le Coran sont 2 ans minimum d'allaitement. Donc, OMS, le Torah et le Coran, 2 ans minimum, commençons avec 6 mois exclusifs. Alors, les détails, c'est 6 mois exclusifs, oui, mais c'est pas pile poil le jour de son 6e mois quand on fait la diversification alimentaire. C'est entre 6 mois et 12 mois. Et il faut dire qu'un enfant qui est allaité exclusivement, ça va être vraiment de temps en temps qu'il va accepter et il va vraiment goûter. C'est vraiment une expérience de goûter des aliments de table. Ce n'est pas vraiment nécessaire à sa régime. Par contre, s'il est déjà diversifié au lait artificiel, dans les suppléments ou autre chose, là, il est moins risqué pour sa santé de sortir des laits artificiels, oui, donc de remplacer le lait artificiel par les aliments de table et continuer avec l'allaitement maternel aussi longtemps que la maman le voudra. Alors, quels sont les problèmes les plus communs que vous rencontrez dans ces femmes que vous suivez? En dehors du problème du... Quand j'ai animé des réunions à la Leche League, c'était toujours la désinformation. Il y a toujours, elles ont reçu des informations incorrectes et vraiment totalement confusion totale sur le déroulement normal de l'allaitement. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit pour pas les faire allaiter finalement? Ce n'est plus le cas maintenant, enfin c'est rarement le cas, mais à l'époque où j'avais accouché de mon premier, chaque couloir avait des tables de biberons disponibles à tout moment. Les infirmières se baladaient avec des biberons dans la poche en disant si tu n'as pas assez de lait, tu peux toujours donner un biberon. Ou il faut donner un biberon. Pire. Ou mais non, mon enfant n'a pas été allaité, il est très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de différence. Ou le lait maternisé, un terme qui est interdit aujourd'hui par la Code internationale de protection de marketing de substitut de lait. Oui, c'est du lait de vache, hein, tout simplement. C'est du lait de vache, oui, c'est du lait de vache qui est enrichi, mais c'est du lait de vache. Donc ça fait des gros bébés. Donc il y en a encore qui emploient ce terme lait maternisé, est très proche, ou c'est scientifique, ou quelque chose. Mais c'était vraiment ou faire peur à la maman. Vous voulez mettre votre bébé en péril si vous donnez pas un biberon, ou dans les crèches, il faut tôt ou tard qu'il accepte un biberon. Hein. Et tout ça, c'est faux. Un biberon n'est pas un passage obligatoire dans la vie. Un bébé peut téter et boire au verre. Là, il n'y a aucune raison de ne pas apprendre un bébé de boire au verre au lieu d'un biberon. Même un nouveau-né. Il y a les nouveau-nés peuvent boire à la tasse ou au verre. J'ai une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Reprise de travail. Voilà, où un bébé boit. Et pourquoi il boit au verre celui-là? Parce qu'il ne voulait pas prendre le biberon. Le papa voulait donner un biberon parce qu'il trouvait ça plus pratique, il n'y a pas de gaspillage, et ok, c'est son choix. Mais les bébés refusaient. Et souvent dans les crèches, les bébés refusent le biberon. Donc s'ils refusent le biberon, dalle au doigt. C'est facile, on travaille avec le besoin de succion qui est normal et on l'alimente au doigt. Ça lui donne un contact humain, pas en silicone, avec le doigt qui est attaché à une vraie personne. Et ce bébé-là, il est buvait à la tasse. Souvent dans les crèches, les bébés refusent le biberon. Donc s'ils refusent le biberon, dalle au doigt.
C'est facile, on travaille avec les besoins de succion qui est normal et on l'alimente au doigt. Ça lui donne un contact humain, pas en silicone, avec le doigt qui est attaché à une vraie personne. Et ce bébé-là, il buvait à la tasse avec assistance, bien sûr, il a presque 1 an maintenant, donc il boit tout seul, sûrement avec un peu d'assistance, mais il buvait son lait à la tasse. Et une fois que l'enfant est diversifié, de toute façon, il va boire de l'eau au verre et des aliments de table dans l'absence de la mère. Et il attend de téter jusqu'à quand la maman rentre. Alors il y a aussi le fait, c'est pas le tout de faire rentrer le lait dans le bébé, mais des fois il y a des régurgitations, c'est-à-dire il y a plus de tendance d'avoir des régurgitations avec du lait maternel peut-être qu'avec du lait maternisé. L'importance de faire digérer le bébé, qu'on nous apprend pas forcément aussi, c'est-à-dire... Non, on nous apprend rien du tout d'ailleurs. Parce que des fois on voit des flots de régurgitation quand le bébé il fait un roux qui... Oui, il y a plein de possibilités. Alors déjà, est-ce que le bébé reçoit du lait artificiel? S'il reçoit du lait artificiel, tout de suite on a notre coupable. S'il reçoit pas du lait artificiel, est-ce que la mère consomme des produits laitiers? Parce que les raisons pour lesquelles on a préparation pour nourrisson, à la base de lait de vache, mais qui est quand même préparation pour nourrisson, c'est parce que le protéine lait de vache, qu'on appelle le PLV, est concassé. Ça veut dire c'est cassé à un certain degré pour qu'il soit plus digeste. Et plus il est cher, plus les protéines de lait de vache sont concassées. Donc on a des laits hypoallergéniques pour les bébés allergiques, où la protéine lait de vache est très 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 concassée. On a des laits artificiels pour préma, où c'est très concassé. Et on a des laits premier âge, où c'est concassé. Et on a des laits deuxième âge, où c'est un peu moins concassé, etc., etc. Et à chaque fois, le prix baisse parce que le travail de concasser ces protéines de lait de vache et d'autres processus aussi coûtent moins cher. Mais quand la mère consomme les produits de vache, elle ingère les protéines de vache. Et ça, le bébé est touché, est affecté par le fait qu'elle ingère les protéines de vache. Alors on me dit oui, mais les protéines de lait de chèvre ou lait de brebis, il n'y a pas de problème. Et je dis on peut pas dire il n'y a pas de problème, on peut dire ça dépend du bébé. Pour certains bébés, ils auront tout de suite du sang dans les couches. Pour d'autres bébés, oui, ça va passer, il n'y a pas de problème. Donc, ça dépend de ce que la mère consomme en termes de laitage. Il faut savoir que les laitages n'ont aucun bénéfice pour l'adulte, à part nourrir l'économie, ou pour le goût. Personnellement, je trouve que le fromage est sacré. J'adore le fromage. Mais c'est vrai que tous ces yaourts, on a l'impression qu'on tète encore. C'est très onctueux, ça nous infantilise. Je parle de tous les yaourts et tout. Quelles que soient les raisons, il faut savoir qu'il n'y a pas de bénéfice pour la santé. Non, au contraire, il y a même des inconvénients pour la santé. Absolument, oui. Bon, on va faire une dernière pause musicale et on va se retrouver tout de suite après. Cet enfant qui joue tout nu dans un rayon de soleil. Cet enfant vient de nous. Tout ce qu'il voit l'émerveille. Il a les yeux si doux et en lui la vie s'éveille. La lune en est enceinte. Cet enfant, c'est notre amour. Le fruit de nos étreintes. Nu dans la lumière du jour. Tu voulais un enfant pour me voir lui sourire. Moi j'étais hésitant, vivre c'est souffrir. Cet enfant qui court pour venir se jeter dans mes bras. Cet enfant-là un jour va partir où il voudra. Cet enfant c'est le soleil, la vie qui continue, le vent qui nous balaye, nous mène à l'inconnu.
un enfant pour que reste vivant tout ce qui nous unit quand ce sera fini. Cet enfant qui joue tout nu dans un rayon de soleil. Cet enfant vient de nous. Tout ce qu'il voit l'émerveille. Il a les yeux si doux et en lui la vie s'éveille. La lune en est enceinte. Cet enfant, c'est notre amour. Le fruit de nos étreintes. Nu dans la lumière du jour. Tu voulais un enfant qui nous ressemblerait. Tu voulais un enfant, je ne te l'ai pas fait. J'aimerais bien savoir ce que devient Camille Couteau s'il continue à nous faire de belles chansons comme ça. Dernière partie de cette émission Retour aux sources avec Charlotte Young, consultante en lactation, diplômée IBCLC. On rappelle votre site où il y a de grandes vidéos, Charlotte, s'il vous plaît. Alors, c'est sur YouTube et le nom de la chaîne, c'est Allaitement pour tous. Allaitement au singulier. Alors, donc vous avez eu quelques difficultés au départ pour commencer votre allaitement et ça s'est bien terminé. Ça a duré combien de temps ? Alors, j'ai utilisé ce DAL, donc dispositif d'aide en lactation, qui donne des suppléments de lait au sein, ce qui a aidé à stimuler ma production. Ça a duré les premiers 6 mois. Donc, à partir de juste avant 6 mois, j'ai commencé la diversification alimentaire. Et de lui-même, il a pas voulu avoir les suppléments de lait une fois qu'il avait assez de calories des aliments de table. Donc, en fait, mes calories de plus dont j'avais besoin les premiers 6 mois étaient remplacées par les aliments de table. Pour mon deuxième bébé, il avait ce fameux frein de langue, mais aussi un frein de lèvres, ce qui me faisait des crevasses terribles. Et j'avais demandé au pédiatre tout de suite pour le deuxième enfant s'il pouvait couper le frein de langue, parce que je savais que c'était une pratique commune. Autrefois, c'était une pratique commune à la naissance, pardon. Et il a fait, mais il n'a pas coupé correctement. Donc, j'avais mal. Il pleurait au sein. Oui, ça, on n'a pas parlé du mal aussi. Oui. Oh, la douleur, c'était terrible. Mais je n'ai pas pu même me rendre dans les réunions de la laitière tellement il hurlait au sein. Donc, c'était non-stop quasiment, parce qu'il tétait, je dis toujours un peu ironiquement, il a tété 1 fois par jour, du matin au soir. Mais je l'avais gardé en écharpe toute la journée les premiers 4 mois, donc il était branché quasiment tout le temps, mais il hurlait au sein. Donc finalement, ma copine qui avait été consultante en lactation avant moi, elle m'a dit, mais est-ce que tu as vérifié le frein de lèvres? Et je dis, bah non. À l'époque, je ne savais pas que ça pouvait affecter l'allaitement ou autre chose. Donc, elle a regardé, elle a dit, bah oui, c'est super serré, va le faire traiter. Donc, je suis allée voir un ORL qui a coupé le frein de lèvres et en plus, il a recoupé le frein de langue. Seulement, il a coupé, mais ça s'est rattaché relativement vite après. Le taux de rattachement, c'est extrêmement élevé. Donc, mes symptômes ont été diminués. J'allaitais beaucoup plus facilement. Il arrêtait de hurler au sein. J'avais beaucoup plus de lait. Mais c'était quand même pas ça. Mais bon. Donc, pour le premier, il a été supplémenté au sein les premiers 6 mois. Le deuxième, supplémenté au sein 6 mois aussi, pareil. Toujours avec réduction mammaire, bien qu'après un premier allaitement, on produit beaucoup plus de lait. Ça vient plus deuxième fois, oui. Et bon, et puis le premier, il a tété jusqu'à la grossesse du deuxième, donc 4 ans et demi, presque 5 ans.
Et donc j'étais très 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 satisfaite de mon premier allaitement. Finalement, à part la colère d'apprendre qu'on nous prive de toutes ces informations pour réussir. On met beaucoup de pression sur les femmes. Il faut allaiter. Autrement, vous n'êtes pas une bonne mère. Et les mères ressentent cette pression, mais sans leur donner les moyens et des outils pour l'assurer. Oui, alors on vous dit il faut allaiter, mais on vous dit aussi le contraire. Ça va vous faire mal, ça va vous prendre du temps, c'est pas pratique. Alors que c'est très pratique, on n'a pas de biberon à faire chauffer. Ok, oui, il y a une réputation comme ça, mais tout le monde est totalement consciente que ces avis-là ne sont pas basés sur les recherches scientifiques. Scientifiquement, on sait que les bébés sont beaucoup plus malades sans les maternelles, on le sait. Ils ont tous les problèmes qui arrivent avec le lait de vache. Alors, est-ce que votre mère vous avez allaité, vous ? 3 mois, mais malheureusement, elle a eu un bel accouchement à la maison, mais le médecin lui a donné des conseils pour l'allaitement, ce qu'il aurait dû pas faire. Il avait conseillé d'allaiter toutes les 4 heures et donner des suppléments. À l'époque, il n'y avait pas les biberons, c'était pas très courant. Donc des suppléments avec de lait artificiel et en poudre à la tasse. Donc avec des tétés toutes les 4 heures, c'est très clair que sa production n'a jamais vraiment enclenché. Donc au bout de 3 mois, j'étais exclusivement au lait artificiel. Parce que ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas la première génération. Je pense que ma fille sera la 3e génération. Si on regarde, ça fait au moins 3 générations de femmes qu'on prive d'allaitement, puisque les laits maternisés sont arrivés dans les années... Après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, oui. C'était tellement pratique d'avoir des femmes qui allaitaient qu'on a quand même pensé surtout moins cher. Qu'on pouvait gagner de l'argent avec... On payait des nourrices avant ça. Donc pour les familles qui payaient des nourrices, c'était moins cher. Ils pouvaient acheter ça de leur pédiatre. Les pédiatres avaient des mélanges spéciaux, particuliers pour leurs clientes. Donc eux, ils estimaient que c'est beaucoup moins cher que le logement de nourrice. L'allaitement par le lait de vache l'allaitement artificiel par poudre, oui, c'était moins cher que d'employer une nourrice. Donc au départ, c'était pour ça aussi. Et les gens pas riches estimaient que si les riches le font, ça doit être bien. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même qu'il y a une loi qui doit toujours être là et que quand vous êtes maman, vous avez des droits des droits de nourrice, c'est-à-dire vous avez du temps. C'est combien, 1 heure, 2 heures par jour? Ça c'est le code de travail. J'ai pas les articles en tête, mais oui, non, c'est bien de le rappeler travail. Parce que peu de femmes le connaissent. Oui, je sais. J'ai une vidéo sur Allaitement pour tous sur YouTube et j'ai aussi tous les papiers qu'il faut sur mon site Allaitement pour tous. Mais en gros, ce que c'est le code de travail donne 1 heure par jour à chaque jeune mère qui a un bébé de moins de 12 mois et c'est à elle de décider, soit tirer son lait sur place, divisé en 2 lots de 30 minutes, ou d'arriver ou partir 1 heure plus tôt. C'est à elle à décider et informer son employeur lequel modèle elle a choisi. Et la loi impose aussi pour toutes les compagnies ou entreprises de plus de 100 employés de fournir une pièce isolée pour que la mère puisse tirer son lait en privé. Ça, c'est la loi. Alors, je dirais peut-être des bêtises, mais il semble que je me souvienne que ma grand-mère, qui était née en 1905, donc 1905, ça fait, disons qu'elle avait 20 ans, dans les années 1925, quand elle a eu son premier enfant, elle en a eu 5, elle avait une prime d'allaitement, c'est-à-dire que l'État donnait de l'argent aux femmes qui allaitaient. Ça sera à vérifier, mais il me semble qu'elle avait une prime, c'est-à-dire qu'on lui donnait, en plus de pour justement un peu aller vers la santé des enfants, parce qu'on savait déjà à cette époque-là que c'était des enfants en meilleure santé, des enfants allaités. Oui, il y avait toujours ce fameuse 2 ans. Toutes les cultures sur la planète ont le même chiffre, 2 ans minimum. Donc on savait que les bébés allaités un minimum de 2 ans avaient beaucoup plus de chances de survivre que les bébés pas allaités 2 ans minimum. Au-delà de 2 ans, ils ont un capital santé blindé. La norme biologique, c'est 6 à 7 ans, l'âge auquel les systèmes immunitaires deviennent matures et l'âge auquel les dents de lait tombent. Et c'est aussi l'âge auquel tous les mammifères sur la planète, quand on ajuste pour le taux de vie, de longévité, allait aussi un équivalent de 6 ou 7 ans humaine. Donc, on savait que cette fameuse 2 ans était un minimum. Et c'est vrai. J'imagine que je ne connaissais pas ça en France, mais ok, si elles avaient une
prime, ça ne m'étonne pas, parce qu'aux États-Unis, à l'heure actuelle, où il n'y a pas de assurance santé de l'État, Kaiser, qui est le plus grand assureur des employés, le seul moyen d'avoir une assurance santé aux États-Unis, c'est en ayant un emploi. Enfin, si vous voulez le payer. Donc, avec un emploi, vous avez un assureur de base. Et ça, c'est Kaiser. Et Kaiser offre un prime aux femmes qui allaitent au moins 6 mois. Et parce qu'ils ont fait le calcul, donc rien que les chiffres... Ça leur coûte moins cher. Oui, c'est vachement moins cher, un bébé qui a allaité minimum 6 mois qu'un bébé pas allaité tout à fait 6 mois. Alors, je voudrais quand même rappeler que cette fameuse grand-mère qui était née en 1905... Oui. Elle était née jumelle avec sa maman, c'était pas ses premiers enfants, et la maman avait ce qu'on appelle la fièvre purpuréale, je ne sais plus. Et donc sa jumelle arrivait à téter, c'était une grosse fille, et ma grand-mère n'arrivait pas à téter, elle avait peut-être le frein comme vous dites. Peut-être, ouais. Et elle n'arrivait pas à téter, et bien lui en a pris puisque sa mère est morte de cette fièvre, entraînant sa sœur jumelle. Donc voilà, l'allaitement, il y avait aussi ces problèmes dans les années 1900, c'est que si la mère avait une fièvre, elle le donnait à son enfant. Si elle avait donné, elle n'aura pas donné par le lait, ça c'est clair. C'est parce que ma grand-mère n'a pas allaité qu'elle a réussi à être trisaïeule et avoir une grande descendance. Donc il y a quand même, il y avait aussi ce problème des femmes qui attrapaient des fièvres dans les hôpitaux. Oui, concomiale, ça s'appelle les maladies attrapées dans les hôpitaux. Voilà, là c'était cette fièvre, je sais plus si ça s'appelle purpurale ou c'est un nom comme ça, qui entraînait des jeunes mamans et les bébés quand. Je sais. Alors, les maladies ne sont pas transmises dans le lait. Les anticorps sont transmis par le lait. Et les anticorps sont créés dans le lait parce que le bébé tète, il transmet sa salive ou par la voie respiratoire, je ne sais pas exactement. Il transmet les maladies qu'il a dans le corps à la mère, et le lait de la mère, tout de suite, envoie des anticorps dans le lait. Et la chose qui est merveilleuse avec cette protection des anticorps, non seulement la mémoire immunologique, mais aussi les anticorps, c'est que il rentre dans le corps du bébé, il envoie des trucs dans le système du bébé, les macrophages, les lymphocytes, les cytokines, des cellules T, il y a un paquet de choses, des Hamlet. Hamlet, ça veut dire, c'est un truc qui tue les tumeurs, des cellules de tumeurs. Et il dissecte toutes les germes qu'il croise, et il attache à chaque morceau des germes qu'il croise, chaque morceau qu'il a dissecté, il attachera un message en disant « Si vous voyez ça, tuez-le, il est mauvais ». Et ces petits morceaux de germes sont transmis partout dans le corps de bébé pour que le message arrive partout dans son corps en disant « Si vous voyez ça, tuez-le, il est mauvais ». Quand une famille est malade, toute la famille est malade, pas à travers le lait, mais à part le salive, l'air ou quelque chose. Alors je sais qu'à la fin du XVIIIe siècle à Boston, il avait le nom en anglais, c'est uterine fever, donc fièvre utérine. Voilà, c'est ça, c'est la fièvre, ce qu'on appelle la purpuréale. D'accord, ok. Voilà. Ben alors, on connaît la source maintenant, et c'est une terrible histoire. C'est vraiment à pleurer, cette histoire. Donc, à Boston, il y avait 50% de décédés. D'accord? Donc, à l'époque, les femmes riches accouchaient à la maison avec leur médecin de famille, et les femmes pauvres accouchaient en hôpital. Et dans les hôpitaux, il y avait des bonnes sœurs, ou des sœurs, et aussi des médecins. Et des médecins dans cet hôpital-là, où ils avaient établi les chiffres faramineux, il se fait que les médecins accouchaient les jeunes femmes un jour, et les jours alternés, c'était des sœurs qui les accouchaient. Les sœurs ne pratiquaient jamais les pas investigation, comme on dit ça. Les amosynthèses, non. Non, recherche. Les forceps. Ils ont jamais. Ah oui, ils mettaient pas les mains à l'intérieur. Voilà, ils mettaient jamais la main dans l'intérieur de la femme. Ok, les sœurs ne touchaient pas le vagin de la femme. Mais des fois, c'est important parce que le bébé peut pas sortir aussi. Non, je veux dire post-accouchement. Post-accouchement. Oui, pour retirer le placenta. Oui, sortir, ou un morceau, enfin, n'importe. Pour X raisons, les sœurs ne mettaient pas les mains dans la femme. Les médecins mettaient les mains dans les femmes systématiquement. Et pas très propres. Et des mains pas très propres. Voilà. Donc, un médecin, à cette époque, avait compris que c'était les jours, parce qu'en faisant des chiffres, ils se sont rendus compte que toutes les femmes qui décédaient, et donc c'était 100% les jours des médecins. Et 0,X% chez les sœurs. Donc, ce médecin avait compris que c'était les touchés vaginales qui les tuaient, qui transmettaient cette fièvre utérine. Et donc, il a suggéré que les médecins lavent les mains.
Et il était décrédibilisé, viré du bar de médecine, empêché interdit de pratiquer la médecine et ostracisé du milieu des médecins. Donc, il est décédé seul et sans un sou. Qui ? Le médecin qui avait suggéré que les médecins lavent les mains avant de toucher les femmes. C'était avant Pasteur, c'était au même moment que... fin du 18e. Voilà, parce que c'est bien d'avoir les mains propres. Fin du 19e, excuse-moi, fin du 19e siècle. Alors, qu'est-ce que vous pourriez... avez-vous un ou deux conseils, ou même plus, à donner aux futures mamans ou aux jeunes mamans concernant l'allaitement? Je ne donne jamais de conseils. Je ne fais que partager des informations et expériences. Alors, votre information, moi je dirais que je suis pour l'allaitement, ça c'est clair. C'est quand même dommage de rater ça, c'est tellement un beau moment dans la vie. Alors, ce qui est important, ce qui est dommage, c'est de rater les connaissances des choix. Un choix n'est pas un choix si on ne connaît pas les circonstances, si on n'est pas en connaissance des causes. C'est ça qui me rend tellement fâchée. Je suis tout à fait pour le choix, mais si une mère va faire le choix, il faut qu'elle soit consciente de tous les détails, toutes les informations concernant son choix. Tout le monde doit respecter le choix de la femme. Tout doit être une question de choix de la femme. Pour ça, je suis 100% d'accord. Mais comment vous voulez qu'elle fasse un choix informé si elle n'est pas informée des circonstances de son choix? Combien de temps on peut allaiter? Alors, il y a un minimum, mais il n'y a pas de maximum. C'est-à-dire qu'on peut allaiter même, on continue à avoir du lait, il faudrait il faudrait continuer à pouvoir le donner, ce lait. Alors, il est la norme biologique d'avoir accès au lait humain jusqu'à 6 ou 7 ans. Ça, c'est la norme biologique. Ce qui se passe en pratique, c'est que les femmes reprennent le travail, elles tirent leur lait 2 fois par jour jusqu'à 12 mois. Au bout de 12 mois, une tétée par jour est suffisant pour entretenir la lactation. Je le répète en cas où vous pensez vous avez mal entendu. Une tétée par jour est suffisant pour la majorité des femmes pour entretenir la lactation à partir de 12 mois. À partir d'environ 24 mois, donc 2 ans, quelques tétées par semaine sont suffisants pour la plupart des femmes pour entretenir la lactation. Je le répète, à partir de 2 ans, quelques tétées par semaine sont suffisants pour entretenir la lactation pour la majorité des femmes. À partir de 3 ans, là, on n'a pas vraiment de statistiques, mais je peux parler de mon cas personnel. Mon enfant devait partir 2 semaines avec son papa à 3 ans. Donc, il est parti avec son papa, il est revenu, il a retété et OK, la production n'était pas comme avant, mais il a très vite re-augmenté la production en tétant un peu plus fréquemment. Et puis, il est revenu aux fréquences normales, c'est-à-dire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Et il a continué de téter longtemps. Disons, il savait marcher, c'est sûr. Il savait parler. Il était, disons qu'on est près de la norme biologique, voilà. Mais avant, quand les femmes avaient des enfants l'un sur l'autre, finalement, ma grand-mère, avec ses 5 enfants, elle était pratiquement 25 ans. Oh, oui, parfait. C'est excellent pour les seins. En fait, ce qu'on constate scientifiquement, c'est que plus longtemps le corps de la femme allaite, plus elle réduit ses risques des cancers des organes reproductifs, cancer du sein, cancer de col, cancer des ovaires. Quand l'enfant tire sur le sein, on sent que ça tire en bas aussi. Ça travaille le corps comme il faut. On sent que ça tire aussi dans l'utérus et dans les ovaires. Absolument. Donc en fait, on dit que ça protège des risques, mais en réalité, la vraie chose à savoir, c'est ne pas allaiter engendre les risques de la santé de la femme, pour la santé de la femme. Et pour l'enfant aussi. Et bien sûr pour l'enfant aussi, oui. Ça engendre les risques. Donc, partant de la norme allaiter, ça renforce sa protection, si vous voulez. Voilà. On va rappeler le site allaitement au singulier pour tous. .com. Vous auriez dû marquer pour toutes. Hein. Les garçons tête. Enfin, les bébés garçons tête. Oui, mais c'est pas eux qui allaitent aussi. Un homme peut allaiter. Peut allaiter, oui. Il a tout le matériel pour. Seulement à l'adolescence, les seins de la fille développent. Finale d'émission. Et les seins de la garçon ne développent pas, normalement, sauf s'il est en surpoids. Et dans certaines cultures du monde, comme certaines tribus de Sri Lanka, c'est le rôle de l'homme d'endormir les bébés. Et donc, pour le faire, ils mettent le bébé au sein. Et à force de le faire, il y a du lait qui vient.
Évidemment, c'est comme un allaitement adolescent. Il n'y aura pas beaucoup de lait au départ. Il faut vraiment le travailler pour que ça soit développé. Mais ils ont l'équipement pour, et si c'était leur choix, ils peuvent mettre le bébé au sein. Eh ben, on aurait pu en parler un peu plus. Alors, j'ai bien fait de poser la question parce que maintenant, messieurs, vous pouvez peut-être pas encore procréer, mais si vous pouvez peut-être allaiter. Alors, je rappelle votre nom. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de choses. Vous vous appelez Charlotte Young, Y-O-N-G-E, et IBCLC. Il y a un site aussi internet. Oui, alors il faut faire attention si vous faites appel à une consultante en lactation. Faites attention parce que n'importe qui pourra accrocher les panneaux consultante en lactation, mais seulement des consultantes en lactation diplômées, certifiées IBCLC sont des vraies consultantes en lactation. Et encore, une fois que vous êtes dans le milieu des consultantes en lactation, il y a des consultantes sans beaucoup d'expérience, il y a des consultantes avec beaucoup plus d'expérience. Il faut vraiment... C'est très varié les compétences entre consultantes en lactation. L'examen, c'est vraiment un minimum basique, très basique. Et si un professionnel de santé n'a pas les diplômes consultantes en lactation, il vaut mieux ne pas poser des questions pour l'allaitement. On peut toujours demander à sa mère ou à sa grand-mère. Si elle a allaité. Ouais, si elle a réussi. Oui, une fois écoutez, vous, avec tous les problèmes que vous avez eus, vous avez quand même réussi à vous en sortir. Il suffit d'être têtu et de le vouloir. Je vous remercie, Charlotte Young. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Pour cette belle émission. On se retrouvera peut-être un jour.